l'occasion que j'ai le micro. Donc, j'aimerais bien vous parler d'un cas que j'ai eu, juste pour vous rappeler que le conseil est très très important. Il y a à peu près 1 an et demi, on a eu à la pharmacie un petit enfant qui doit avoir 8 ans. Donc cet enfant avait mal à la tête, il y avait des vomissements, pas de fièvre, et donc il a déjà fait un premier médecin. Donc il a eu droit à une première cure d'antibiothérapie, le deuxième, la même chose. Il faut dire que quand on l'a vu, nous, c'était déjà son état, les symptômes étaient plus clairs. Peut-être au début, c'était pas évident. Donc, il a eu 3 fois droit aux antibiotiques. Puis, il y a ma collaboratrice qui m'appelle pour voir cet enfant. Donc, je viens le voir. Tout de suite, j'ai vu donc il y avait la triade. Donc, il n'y avait pas la fièvre puisqu'il était sous antipyrétique. Donc, tout de suite, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Un enfant qui vomit, qui a mal au cou et tout ça. Donc, on l'a envoyé à un pédiatre qui a conseillé, donc, il lui a conseillé, il faut dire qu'il a été très bien pris en charge par le pédiatre. Donc, un scanner le lendemain, on a trouvé une tumeur de cerveau. Donc pour vous dire, malheureusement, on a perdu cet enfant après un parcours, le pauvre, terrible, donc qu'il a terminé en Italie. Mais n'empêche que voilà un enfant, on continue à donner des antibiotiques, on continue à négliger parce que la maman demandait tout simplement quelque chose pour la douleur. Mais il faut avoir la présence d'esprit et dans n'importe quel cas qui peut paraître simple, et M. Hargui l'a très bien dit, dans n'importe quel cas qui peut paraître simple, ça peut être un cas compliqué et des fois il faut passer la main aux généralistes et pas que des fois, à chaque fois que c'est nécessaire et même les généralistes, au fait, ils sont eux aussi limités dans ce qu'ils font. Donc eux aussi, à un moment donné, il faut qu'ils passent la main à des spécialistes. Des fois, les spécialistes passent la main à d'autres qui sont encore plus spécialisés qu'eux. Donc c'est une histoire de compétences et il faut savoir connaître un peu nos limites. Donc je vais donner la parole à mon ami c'est Maïwat qui va nous parler de là, j'ai déjà perdu, j'ai déjà oublié. Donc alors il va nous parler de la responsabilité au niveau du conseil et merci. Donc là tu as allez 50 minutes. Merci, Monsieur le Président. Chers consoeurs, chers confrères, chers collaboratrices, chers collaborateurs, mesdames et messieurs. C'est encore une fois avec un grand plaisir que je reviens aujourd'hui pour débattre avec vous d'une thématique qui nous intéresse, qui est très importante pour nous en tant que praticien du médicament, en tant qu'expert du médicament, en tant que praticien de la pharmacie, à savoir la responsabilité, le régime des responsabilités en pharmacie. Et là, je saisis cette occasion pour remercier les organisateurs d'avoir pour la qualité du choix des thèmes et la qualité des intervenants. Surtout, je tiens à remercier la présence. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir une salle toujours pleine, surtout pour un dimanche et surtout qu'il fait très beau. Donc là, ça dénote et ça démontre l'intérêt que tout un chacun porte à son métier et à sa profession, et je vous en remercie. Parler du conseil en pharmacie, oui, c'est très important, c'est quelque chose que nous faisons au quotidien. Et là, je tiens à féliciter Dr Hergil pour la qualité de son intervention. Il nous a présenté d'une manière magistrale la notion de qualité. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses à travers sa présentation. Et en ce qui me concerne, je vais vous parler de la responsabilité, au niveau plutôt la responsabilité qui suit et qui sous-tend l'acte pharmaceutique que nous exerçons chaque jour, à longueur de journée, au niveau des officines. Comme je l'ai dit hier, le travail en officine, c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des tâches ou bien un régime de responsabilité qui incombe au seul pharmacien et un autre régime qui incombe aux collaborateurs. C'est un tout. La notion de responsabilité, elle est intimement liée à la réglementation, à tout ce qui est prévu par la loi, et elle est intimement liée à la pratique et aux actes que nous allons tous exercer, soit en tant que pharmacien ou bien en tant qu'assistant en pharmacie. Cette notion de responsabilité, qui est multiforme, qui va prendre plusieurs formes, elle est surtout liée au monopole dont l'État investit le pharmacien.
le monopole donc, qui porte sur un certain nombre de choses, qui porte sur toute la chaîne du médicament, depuis la préparation, la fabrication jusqu'à la dispensation, donc est un monopole de droit que l'État donc, accorde aux pharmaciens. C'est un monopole de compétences donc, que la loi accorde, non pas pour le plaisir d'accorder ça aux pharmaciens, mais surtout donc, il est accordé au regard d'un savoir-faire, d'une compétence, d'une formation, au regard donc, de plusieurs donc, choses intimement liées donc, à la qualité, à la personne elle-même. Et bien sûr, en contrepartie, c'est-à-dire ce monopole qui est réservé exclusivement aux pharmaciens, seuls les pharmaciens et leurs assistants en pharmacie ont la possibilité de fabriquer des médicaments, de les dispenser. Seul le pharmacien accompagné, donc assisté par ses collaborateurs, ont le droit de prodiguer des conseils en ce qui concerne le médicament ou bien les produits de santé. Donc, c'est quelque chose donc, qui est forcément donc, importante et pour lesquels l'État donc, se doit d'intervenir chaque fois que ces praticiens donc, qui sont investis de ce monopole vont manquer à leurs obligations. C'est-à-dire qu'on vous donne un monopole, vous êtes les seuls à faire ce genre de choses, mais en contrepartie, vous êtes tenus de respecter un certain nombre d'obligations. Et bien sûr, la responsabilité, donc, c'est l'ensemble donc, des règles donc, au cours de la pratique. Le pharmacien est soumis donc, à plusieurs responsabilités, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a donc une responsabilité pénale, une responsabilité civile et une responsabilité professionnelle. Mais qu'en est-il de cette responsabilité? Donc, la définition que la plupart des juristes s'accordent donc à mettre en avant est la suivante. C'est-à-dire la notion de responsabilité peut être définie comme étant l'obligation imposée par la morale, la religion ou la loi de répondre de ses actes et d'en supporter les conséquences. Donc l'obligation imposée par la morale, en ce qui concerne la pharmacie, vous êtes tous d'accord avec moi donc, pour dire que les principales obligations morales que les pharmaciens doivent respecter, ce sont les règles de la déontologie, dont a parlé tout à l'heure Dr Harkil. C'est-à-dire les règles de déontologie, c'est un ensemble de principes moraux, un certain nombre de principes éthiques que les pharmaciens et leurs collaborateurs, parce que le champ d'application du code de déontologie ne s'intéresse pas uniquement aux seuls pharmaciens. Même les collaborateurs en pharmacie sont tenus par les règles déontologiques, et on les verra tout à l'heure en détail. Donc, là, donc, la morale professionnelle, c'est-à-dire la déontologie professionnelle, donc, impose un certain nombre d'obligations. Et en cas où le pharmacien ou bien ses collaborateurs vont y manquer, donc ils sont obligés de répondre de leur acte. C'est-à-dire qu'ils doivent faire l'objet d'une sanction à ce manquement. La religion, donc j'en passe parce que ce n'est pas le propos donc, de notre travail d'aujourd'hui, mais la loi, oui, la loi, comme vous le savez, donc je ne vous apprends rien, l'exercice de la pharmacie au Maroc, à l'instar de tous les pays, est une profession réglementée, voire même fortement réglementée. C'est une profession dont l'accès est réservé à des professionnels, dont l'ouverture des entreprises, et là je préfère utiliser le terme entreprise pour englober à la fois les établissements pharmaceutiques, qu'ils soient industriels ou grossistes répartiteurs, et même les officines de pharmacie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ouvrir une pharmacie n'importe comment et n'importe où. Donc il faut respecter un certain nombre de règles imposées par la loi, notamment relatives à la qualité du local, de l'espace donc, où va être aménagée cette officine, son emplacement, etc. Donc il y a un certain nombre, énormément de règles relatives à la tenue de cet établissement. On ne peut pas tenir une officine n'importe comment. Donc il y a des règles qui sont imposées donc, par la nature même de l'activité, par la nature des substances, par la nature des produits qui sont détenus et dispensés au niveau d'une officine. La loi d'ailleurs, la loi de 1922, le DER de 1922 sur les substances vénéneuses impose donc un certain nombre de normes et de restrictions quant à la tenue des substances vénéneuses. Des substances stupéfiantes, on n'a pas le droit de les détenir n'importe comment. Vous êtes tous donc des praticiens au niveau des officines, et bien sûr, chaque fois qu'il s'agit d'un stupéfiant, de la morphine, etc., vous êtes obligé de la détenir dans un coffre-fort, donc à l'abri, dans un local où ne doivent pas accéder les clients, etc. Donc là, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de lois, donc ça passe par plusieurs étapes, des règles relatives à la fabrication, des règles relatives à la dispensation,
des règles relatives à la détention et à la dispensation. Donc, c'est-à-dire l'ensemble du circuit du médicament, l'ensemble de la chaîne du médicament est donc encadré par des règles de droit, des lois, des règlements, etc., et qui s'imposent d'une manière obligatoire aux praticiens. Et en cas de manquement, il doit répondre à ce manquement. Et généralement, quand la loi est ferme, elle impose, elle impose un commandement positif, c'est-à-dire que le pharmacien ou son collaborateur doit faire quelque chose et il ne le fait pas, il doit donc payer pour sa faute. D'autres fois, dans d'autres circonstances, ce commandement peut prendre une forme négative, c'est-à-dire que le pharmacien doit s'abstenir, doit s'interdire de faire quelque chose, et s'il le fait, donc, il exerce à contre-courant de ce qui est prévu par la loi, et il doit donc répondre des conséquences qui s'en suivent. Donc, en résumé, on peut dire que nous sommes tous responsables. Donc, au niveau dès lors que nous pratiquons donc un métier qui est réglementé, pour lequel la loi impose un certain nombre de recommandations, dès lors qu'on va heurter donc ces recommandations, ce qui est imposé par la loi, nous sommes responsables et nous devons payer pour ce manquement. Donc, en général, le praticien que vous êtes, les praticiens que nous sommes, nous sommes tous tenus d'une triple responsabilité. C'est-à-dire, au cours de notre activité, on engage une triple responsabilité, du moins pour le pharmacien. Il y a une responsabilité pénale, donc chaque fois que ce pharmacien va troubler l'ordre public, qui va manquer à une obligation légale. Il y a une responsabilité civile, il engage sa responsabilité civile, chaque fois donc qu'il commet un acte fautif, il va commettre une faute, soit volontairement, soit involontairement, et qu'à la suite de cette faute, il va causer un préjudice à son patient, donc il doit y répondre. Là, nous sommes dans la sphère de la responsabilité civile, c'est-à-dire réparer le dommage causé donc, à la victime. Et bien sûr, il y a une responsabilité professionnelle qui est très accrue, qui est très intense en ce qui concerne le pharmacien, vu son statut, vu qu'il est donc porteur d'une autorisation d'exercer, qu'il appartient donc à un ordre professionnel, et cet ordre professionnel va le sanctionner chaque fois qu'il va commettre une faute professionnelle. Donc, et là, nous sommes dans la sphère du disciplinaire, c'est-à-dire que ce dernier va être traduit dans un conseil de discipline pour répondre de ses actes. Mais cela ne nous empêche pas donc de parler de la responsabilité professionnelle du collaborateur en pharmacie. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas un ordre professionnel, c'est-à-dire que la profession n'est pas encore représentée. Hier, donc, on a eu l'occasion d'en parler. Probablement donc, à la suite donc, de l'adoption définitive du projet de loi relatif aux techniciens de santé. Et il est prévu au cours donc, de ces dispositions de la création d'un ordre professionnel ou bien d'une association nationale représentative. Et là, donc, parmi ses attributions, c'est de veiller donc, sur le respect des règles professionnelles et peut-être elle aura cette association ou bien cet ordre aura une vocation donc disciplinaire et donc elle sera compétente ou bien cet ordre sera compétent donc à sanctionner les professionnels. Mais à l'heure d'aujourd'hui, donc en l'absence d'un ordre professionnel relatif aux collaborateurs, le collaborateur, chaque fois qu'il va manquer à une obligation professionnelle, c'est-à-dire qu'il va commettre une faute au cours de son exercice, il est soumis à la discipline au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il va être donc sanctionné par la personne donc, qui détient l'autorité légale. Donc là, donc, je parle un langage purement juridique, c'est-à-dire l'autorité locale, c'est celui qui détient un pouvoir donc, de coercition sur ce dernier, et qui est le pharmacien. Et les sanctions donc, vont être différentes que celles que la loi prévoit en ce qui concerne les ordres professionnels. Dans ce cas, la sanction sera donc, la sanction que le Code de travail prévoit, c'est-à-dire l'avertissement, la mise à pied et voire le licenciement en cas de faute grave. Donc, il y a 3 responsabilités. Cela sous-entend que 3 juges différents ou bien 2 juges différents seront appelés à sanctionner ce pharmacien ou bien ce collaborateur donc, qui a commis une faute et donc, qui n'a pas respecté une obligation de quelque nature que ce soit. Donc il y aura un juge civil qui va allouer le dommage, c'est-à-dire plutôt la réparation au dommage que
que cette personne va causer à son client. Il y a un juge pénal qui va sanctionner le manquement à la loi, parce que quand on ne respecte pas une loi, on trouble l'ordre public. C'est toute la société qui est la victime de ce manquement, ou bien au non-respect de cette loi. Et donc, l'État intervient pour sanctionner ce trouble via la sanction pénale. Et bien sûr, les conseillers de l'ordre des pharmaciens en ce qui concerne la procédure disciplinaire, et le pharmacien lui-même en ce qui concerne le collaborateur en pharmacie. Donc, qu'en est-il de la responsabilité pénale? La responsabilité pénale en pharmacie, elle régit les rapports du pharmacien ou de ses collaborateurs avec la société dont ils ont troublé l'ordre. C'est-à-dire qu'un collaborateur en pharmacie qui va dispenser un produit psychotrope sans que le malade ne lui présente une ordonnance. Et là, nous sommes dans la sphère du délictuel, c'est-à-dire que ce collaborateur, il a sciemment exercé ou commis un acte fautif, sachant pertinemment que d'après les dispositions du DAE de 1922 portant statut des substances vénéneuses, aucune substance du tableau A, et comme la plupart des substances psychotropes appartiennent à cette famille, c'est-à-dire au tableau A, donc d'après la loi, aucune substance appartenant à ce tableau ne doit plutôt être dispensée sans qu'il y ait une prescription médicale, émanant d'un prescripteur qualifié. Parce que, comme vous le savez, les prescripteurs ne sont pas tous qualifiés à prescrire toutes les substances. Là, je prendrai le cas du chirurgien dentiste, par exemple, qui certes, il est titulaire d'un doctorat en médecine dentaire, il est médecin, mais la loi ne l'autorise pas à prescrire toutes les substances. Il ne peut prescrire que les substances vénéneuses, c'est-à-dire les médicaments qui rentrent dans la pratique de l'art dentaire. C'est-à-dire un certain nombre de médicaments, sinon la plupart des médicaments, il n'a pas le droit de les prescrire. Donc je reviens à cet exemple, c'est-à-dire ce collaborateur qui va sciemment enfreindre la loi et qui va remettre, je ne sais pas, du Lexomil ou bien du Valium à son client sans qu'il y ait une prescription légale, prescription médicale conforme à ce qui est prévu par la loi. Donc nous sommes tous d'accord, nous sommes tous unanimes qu'il s'agit d'une infraction. Une infraction à la loi, il a enfreint la loi et du coup il engage sa responsabilité pénale lui-même, c'est-à-dire ce collaborateur, parce que c'est lui qui est le fautif, qui a commis la faute, mais la loi prévoit une double responsabilité du fait que même le pharmacien, en tant que responsable, qui doit superviser l'acte pharmaceutique au niveau de son officine, il engage ce qu'on appelle la responsabilité pénale du fait d'autrui. Et là, il y a une double responsabilité pénale qui va être engagée. Et bien sûr, le fait générateur de l'infraction pénale, comme je viens de l'expliquer à l'instant, c'est une infraction à un texte répressif, c'est-à-dire un texte de loi. On ne peut parler d'une responsabilité pénale engagée que quand la personne, que ce soit le pharmacien ou bien le collaborateur en pharmacie, va enfreindre la loi. Il ne va pas respecter une disposition qui est prévue par la loi. Et là, je reviendrai à ça. Donc, elle est subordonnée à ce qu'on appelle le principe de la légalité des infractions et des sanctions. Donc l'infraction pénale, on ne peut parler d'une infraction pénale ou bien on ne peut dire que la responsabilité pénale est engagée que si le pharmacien ne va pas respecter une disposition de la loi et que cette disposition prévoit une infraction. C'est-à-dire qu'elle prévoit, c'est le cas des psychotropes, qu'on ne peut dispenser que s'il y a une ordonnance. Donc il faut que l'infraction soit prévue par la loi et que la sanction correspondante est prévue également par la loi elle-même. Je reviendrai à ça. Donc l'auteur de cette responsabilité pénale, la personne qui va engager sa responsabilité pénale, va être sanctionnée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par un juge pénal. Et bien sûr, la sanction va prendre plusieurs formes, que vous savez certainement, que vous connaissez. C'est la privation des biens, c'est le fait de payer des amendes au profit du trésor public. La privation de liberté, c'est quand l'infraction est grave
et que donc, le délinquant, que ce soit le pharmacien ou bien le collaborateur, donc, a commis une faute grave, et dans ce cas, donc, on va le priver de sa liberté, donc c'est la détention, ou bien la privation de droit, qui est généralement une peine accessoire. C'est-à-dire, là, c'est très fréquent, les exemples ne manquent pas, des pharmaciens ou des collaborateurs en pharmacie qui se livrent à un trafic de psychotropes. Enfin, le trafic de psychotropes, cela sous-entend de grandes quantités commandées et mises sur le marché, fournies à des délinquants qui vont en faire donc, un marché parallèle. Là, donc, nous sommes dans un réseau de trafic, et quand ils sont sanctionnés, généralement, et c'est très fréquent, il y a eu des cas à Rabat, où donc, ces personnes ont été donc, sanctionnées par des peines très lourdes, des peines d'emprisonnement donc, qui dépassent, qui frôlent les 10 années, donc c'est des peines maximales, de privation de biens, donc il y a eu des saisies de leurs biens, et il y a eu donc la privation de droit, c'est-à-dire la déchéance, où le juge donc, va interdire ces personnes du droit d'exercer leur profession, soit pour une période déterminée, ou bien donc, il va les déchoir de ce droit d'exercice pendant tout le temps qu'il leur reste à vivre. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus la possibilité et le droit d'exercer leur profession. En matière pénale, la sanction d'une infraction pénale elle est proportionnelle à la gravité de la faute. Là, je prendrai le cas, par exemple, si on se trompe et on donne un médicament à la place d'un autre sans que... C'est-à-dire on reste toujours dans la même famille, sauf qu'on change de forme. Au lieu de dispenser donc, la forme sirop, on dispense la forme comprimée. Et donc, voilà, donc la forme comprimée effervescente qui contient du sel, et la personne qui est hypertendue donc, va avoir donc, un problème de tension. Là, il y a une faute. Donc là, on doit en principe sanctionner. Mais une faute qui n'est pas très grave, donc on ne va pas s'acharner contre la personne. Donc la sanction, elle est proportionnelle à la faute, dès lors que c'est le législateur lui-même qui intervient, donc, qui fait correspondre à chaque infraction la sanction correspondante. La responsabilité pénale, elle est indépendante du préjudice, c'est-à-dire que je commets une faute pénale, je ne respecte pas la loi, je le fais sciemment, je vais enfreindre la loi, je vais donner donc, un médicament à la place d'un autre, je vais donner un médicament périmé, j'aggrave l'infraction, je délivre, je sais qu'il s'agit d'un médicament périmé et combien même, donc je le sais, je le délivre à la personne qui va le prendre, qui va le consommer, mais qui ne va pas subir de préjudice. Est-ce que ce pharmacien ou bien ce collaborateur va être dédouané et ne va pas être sanctionné? Là, je vous pose la question. Non. Donc, combien même il n'y a pas eu de préjudice, la personne a pris le médicament périmé, mais il n'y a pas eu de préjudice, il n'y a pas eu d'accident, mais le fait de dispenser un médicament périmé constitue, au regard de la loi, une infraction, parce que la loi 1704 prévoit qu'il est interdit aux pharmaciens de dispenser des médicaments impropres à la consommation. Et le législateur a prévu une sanction donc, à cet effet au niveau de la loi 1704. Donc il n'y a pas eu de préjudice, mais il y a eu une faute très grave, une faute donc, qui est sanctionnée sur le plan pénal. Donc en l'absence de préjudice, la responsabilité pénale peut être engagée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, donc elle peut être engagée pour le fait d'autrui. C'est le cas donc, du pharmacien qui engage sa collaborateur, sa responsabilité solidairement avec ses collaborateurs. C'est le collaborateur, le préparateur qui a préparé la préparation magistrale, qui l'a conditionnée et qui l'a dispensée, il a le droit de le faire parce que c'est prévu par la loi. Mais comme le pharmacien est tenu d'une obligation de surveillance des actes pharmaceutiques... S'il vous plaît, un peu moins de bruit. Ça dérange. Et donc, au regard donc, de cette obligation de surveillance des actes qui se développent, qui se déploient au niveau de son officine, le pharmacien va être solidairement responsable sur le plan pénal donc avec ses collaborateurs. Donc rapidement, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Donc, en ce qui concerne les infractions pénales donc, qui engagent la responsabilité pénale du pharmacien et de ses collaborateurs, on peut donc les subdiviser en deux grandes catégories. On peut parler des infractions de droit commun sans spécificité pharmaceutique, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec l'acte pharmaceutique, mais qui peuvent être engagées suite à l'exercice de la pharmacie.
Et là, donc, rapidement, je passe là-dessus. Donc, il y a les infractions qui concernent les atteintes à l'intégrité corporelle. C'est-à-dire que si, là, je vais prendre un exemple un petit peu euh, stupide, c'est-à-dire que si on se met, donc, toute l'équipe officinale donc, à frapper un client parce qu'il n'a pas été poli, qui a dépassé les règles de la bienséance, là, nous sommes en train de commettre donc, un délit pénal qui est sanctionné. Donc, on le fait au niveau de l'officine, au niveau de cet espace de santé. Nous sommes en train donc, de commettre un délit pour lequel on engage une responsabilité parce que nous sommes tenus donc, de respecter et les lois de la pharmacie et les autres lois. La violation du secret professionnel. Donc, c'est prévu par la loi 1704, par le code de déontologie et par le code pénal lui-même. Donc, si le collaborateur, donc, après avoir fermé la pharmacie, il se met sur une terrasse de café avec ses amis, il commence donc, à discuter donc, des cas qui passent dans son officine et il commence à nommer nominativement les personnes. Il dit il commence à parler publiquement donc, des cas donc, de ses clients. Là, donc, il est en train de commettre une faute très grave, une faute pénale pour laquelle le législateur donc, intervient pour sanctionner. Donc, l'escroquerie, l'abus de confiance, ce sont donc des infractions pénales, donc de droit commun, mais qui peuvent donc être réalisées et plutôt commises au niveau de l'officine. Et bien sûr, il y a les infractions relatives à la loi sur la répression des fraudes sur les marchandises, qui concernent donc la qualité du produit et notamment la qualité de la préparation. Parce que cette loi, on ne peut pas donc l'opposer aux pharmaciens d'officine en ce qui concerne les spécialités. On ne peut pas l'opposer aux pharmaciens et à ses collaborateurs en ce qui concerne les spécialités, dès lors qu'elles sont fabriquées à un niveau industriel. Et c'est le pharmacien responsable de l'établissement pharmaceutique industriel qui engage sa responsabilité quant à la qualité des spécialités fabriquées. Par contre, les médicaments fabriqués au niveau de l'officine et que vous connaissez, c'est bien évidemment, c'est-à-dire la préparation officinale, la préparation magistrale, le médicament spécialisé de l'officine, le médicament divisé à l'officine, ce sont des préparations qui sont réservées aux pharmaciens d'officine. Et dans ce cas, il engage sa responsabilité quant à la qualité de ces médicaments. Donc la qualité sur le plan donc, professionnel et même sur le plan donc, au regard donc, de la loi sur la répression des fraudes sur les marchandises. C'est-à-dire qu'il s'il se livre donc à un trafic sur la qualité, il engage sa responsabilité pénale. Et croyez-moi, donc les sanctions qui sont prévues par cette loi sont très lourdes de conséquences. Et là, pour la plupart, donc, vous vous rappelez donc, des poursuites dont a été victime notre collègue Mme Drazer. Donc on l'avait poursuivi sur la base de cette loi sur la répression des fraudes sur les marchandises, donc avec les sanctions que vous connaissez, qui sont très, très lourdes de conséquences. Donc là, en ce qui concerne les infractions proprement pharmaceutiques, elles concernent donc les règles relatives à la délivrance des médicaments vendus à l'officine, c'est-à-dire le régime de dispensation des médicaments. C'est-à-dire à chaque catégorie de médicaments, il y a un régime particulier qu'il faut bien sûr maîtriser. Et donc c'est un travail que vous faites à longueur de journée. Et donc bien sûr, il ne faut pas perdre donc, de votre esprit que donc, derrière chaque acte que vous pratiquez au niveau de la pharmacie, derrière donc, il y a une composante juridique, c'est-à-dire il y a une règle de droit qui régit cet acte et qu'il faut absolument respecter. Auquel cas, vous allez être donc, confronté donc, devant cette obligation de répondre de cette faute et d'engager votre responsabilité. Donc, parmi les infractions proprement pharmaceutiques, donc je vais rapidement passer quelques-unes. Donc, il y a des infractions qui sont donc interdites et qui concernent la recherche de la clientèle. Et donc, à cet effet, la loi interdit la sollicitation de commandes par des préposés. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit dans la pratique pharmaceutique de prendre le téléphone, de faire démarcher les gens, d'envoyer donc des intermédiaires pour solliciter une clientèle. Non, déjà, c'est une infraction déontologique, c'est une faute professionnelle grave. Et en plus, la loi 1704 interdit ce genre de pratique. La livraison des médicaments à domicile.
Donc elle est interdite par la loi. Donc il est interdit aux pharmaciens et à ses collaborateurs de procéder à des livraisons de médicaments, donc au niveau donc de faire des livraisons à domicile. Il y a donc une sanction pénale, certes qui n'est pas très lourde de conséquences, qui n'est pas très importante, mais on peut déjà parler donc d'une dissuasion, donc d'une sanction coercitive, donc qui va dissuader donc la personne qui l'a commise à ne plus la refaire. Donc, il y a l'interdiction du compérage. Le compérage, comme vous le savez, c'est cette intelligence entre le pharmacien ou bien ses collaborateurs et un praticien, un prescripteur. On veut donc de profiter davantage donc, au détriment du malade. C'est-à-dire, voilà, cette entente, donc vous passez chez le médecin à côté, vous lui dites, voilà, on vient de faire un marché de tel laboratoire, de tel produit. Bon, si vous prescrivez que ce produit, là, on va vous prendre en charge pour partir à Paris pour un week-end. Là, cette infraction est qualifiée de compérage et la loi sévit contre ce genre de pratique. Et bien sûr, l'interdiction de recourir à la publicité, que la loi a érigée en infraction. Et bien sûr, la clé de voûte plutôt de toute cette responsabilité, elle concerne donc les infractions relatives donc au régime des substances vénéneuses. C'est-à-dire que le législateur donc, a mis des garde-fous juridiques pour donc interdire, pour empêcher les praticiens du médicament, c'est-à-dire les pharmaciens et leurs collaborateurs, de faire du n'importe quoi en ce qui concerne les substances vénéneuses. Et quel est l'intérêt donc derrière ce régime répressif concernant ou bien relatif aux substances vénéneuses? C'est tout d'abord, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Harkil, c'est l'intérêt du citoyen, l'intérêt du patient. Donc, le législateur, à travers tout ce régime pénal, tout ce régime répressif, n'est pas pour sanctionner. Ce n'est pas parce que le pharmacien et ses collaborateurs sont méchants, il faut les sanctionner. Non, mais c'est-à-dire l'objectif assigné à tout ça, c'est garantir la sécurité du citoyen, garantir la santé des citoyens et la préservation de ce qu'on peut appeler, dans le jargon juridique, la préservation de l'ordre public sanitaire. L'ordre public sanitaire lié aux médicaments. Si on laisse tout le monde faire ce qui lui plaît, donc on ne va s'attendre qu'au désordre. Parce que, comme vous le savez, le médicament, donc c'est un produit qui est fort intéressant, qui est fort utile donc pour la santé du citoyen. Donc il guérit, il soigne, mais en même temps, il peut être l'origine de plusieurs troubles. Troubles à la santé, dans le cas où les médicaments ne sont pas de qualité, qui ne présentent pas donc l'efficacité recommandée par la loi, qui sont donc toxiques pour le citoyen. Donc on va se retrouver devant un désastre sanitaire. Et les exemples ne manquent pas. Donc on peut troubler l'ordre public, donc sanitaire, par la circulation de médicaments impropres à la consommation. Comme il peut s'agir donc de produits, de médicaments, qui vont troubler cette fois-ci donc l'ordre public, mais sur le plan social. Et c'est le cas donc des drogues, des psychotropes, des stupéfiants, qui donc peuvent faire l'objet, s'ils ne sont pas surveillés, s'ils ne sont pas cadrés par la loi, ils peuvent faire l'objet d'un usage dérivé, d'une utilisation dérivée, et qui risque de troubler, de porter atteinte à la société en général. Donc on va assister à des problèmes de criminalité, de délinquance, de trafic donc de ces substances, de criminalité chez l'utilisateur, le consommateur, avec le problème d'addiction. Donc il va devenir addict aux produits. Et en cas de privation, s'il n'a pas l'argent nécessaire pour se procurer sa drogue, et donc il va commettre des crimes, il va agresser les gens, il va même frapper donc sa famille. On assiste très souvent donc à ce genre de comportement. Donc le médicament peut troubler l'ordre social. C'est pour ça que le législateur, et surtout en ce qui concerne les substances vénéneuses, est très sévère. Il impose un régime draconien. Les substances vénéneuses, comme vous le savez, elles sont classifiées en trois tableaux. Le tableau A, donc, qui est communément donc, attribué aux seuls psychotropes, ce n'est pas vrai. Les psychotropes ne sont pas tous des tableaux A. Et le tableau A n'est pas uniquement les psychotropes. Le tableau A, c'est plusieurs substances, des substances utilisées en médecine, qui sont classées dans chacun des tableaux en fonction de leur toxicité.
Et le tableau A renferme les substances les plus toxiques. Donc elles sont classifiées par degré de toxicité. Et bien sûr, les psychotropes, on en trouve au tableau A comme on peut en trouver au niveau du tableau C. Le tableau B, c'est un tableau qui regroupe les stupéfiants, les drogues fortes, les antalgiques centraux, etc. Et bien sûr, le tableau C, donc c'est les substances les moins toxiques qui présentent moins de danger. On le classifie au niveau du tableau C. Et rapidement, donc le régime pénal, il concerne à la fois les règles de détention de ces substances, parce que chacune de ces substances doit faire l'objet d'une détention particulière qui est prévue par la loi. Elle concerne également le régime de la dispensation, c'est-à-dire la dispensation de ces produits. Et bien sûr, donc, en fonction de la nature de la substance, la dispensation doit être accompagnée d'un certain nombre d'obligations, notamment l'obligation de transcription sur l'ordonnancier pour les substances du tableau A. Et pour les substances du tableau B, la même obligation incombe donc aux pharmaciens et à ses collaborateurs, c'est-à-dire inscrire le produit sur l'ordonnancier et même l'inscrire sur le registre des stupéfiants, un registre de stupéfiants qui va servir donc à mettre en œuvre, on exerce plutôt la comptabilité de ces stupéfiants, parce que comme vous le savez, le Maroc est signataire d'un certain nombre de conventions internationales en matière de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, et chaque année le Maroc doit rendre compte donc de l'état de fabrication et de consommation des substances stupéfiantes au Maroc. Il rend compte à la commission de Vienne des stupéfiants qui relève de l'ONU. Et chaque année, donc, le Maroc, à l'instar des autres pays, doit rendre compte de la comptabilité de ces substances stupéfiantes. C'est pour ça que le contrôle est très strict en pareille matière. Donc, voilà, donc là, c'est la responsabilité civile, et donc comme on vient d'en parler, je viens de le dire, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une responsabilité engagée chaque fois que le pharmacien ou ses collaborateurs ne vont pas respecter une disposition de la loi. Mais qu'en est-il de la responsabilité civile? La responsabilité civile, elle régit cette fois non pas les rapports entre le pharmacien ou bien ses collaborateurs et l'État, parce que tout à l'heure c'était des rapports entre le pharmacien, ses collaborateurs et l'État, donc c'est-à-dire au regard de la loi. Mais cette fois-ci, nous sommes dans une sphère où nous sommes entre un praticien, que ce soit le pharmacien ou son collaborateur, rapidement, 5 minutes, ça va être suffisant. Donc le pharmacien, ses collaborateurs, et une victime, une personne, le client, le patient, donc qui va visiter cette pharmacie. Donc il régit les rapports du pharmacien ou de ses collaborateurs, auteur d'un acte avec une autre personne à laquelle cet acte a causé un préjudice. L'auteur de cet acte, on se rabat donc sur les dispositions des articles 79 et 80 du Dahir de 1913 formant au code des obligations et des contrats, qui stipule que toute personne ayant causé un dommage à autrui est obligée et tenue de faire une réparation de ce préjudice. Et donc l'auteur de l'acte fautif doit réparer donc cet acte. Donc il correspond à une réparation. Et dans ce cas, donc l'acte professionnel fautif ou illicite qui va causer un préjudice à un client, et ce préjudice peut être l'atteinte à son honneur, à ses sentiments d'affection, sa vie, son intégrité physique, sa capacité de travail, etc. Donc doit réparer ce préjudice. Là, par exemple, je donne un exemple. Donc, un collaborateur en pharmacie ou bien une collaboratrice en pharmacie qui va pour conseiller une crème. Là, je prends un exemple très, très simple. Une crème à une cliente, à une patiente. Elle se trompe. Elle donne le mauvais conseil. Elle prend le mauvais produit. Cette cliente va utiliser cette crème et elle va donc avoir donc, des problèmes, une irritation de la peau, parce que la crème contient une forte dose de vitamine A et elle s'expose au soleil, donc il y a une brûlure, donc une irritation au niveau du visage. Donc, par conséquent, donc, il y a un préjudice qui est lié à l'utilisation de cette crème. Donc, elle va voir le médecin, il va lui prescrire donc, toute une liste de produits pour donc, soigner donc, cette irritation qui coûte trop cher. Elle ne pourra pas aller travailler, donc elle va avoir une incapacité temporaire de travail de 15 jours ou de 3 semaines. Elle est obligée de rester chez elle. Elle ne va pas se faire payer. Et en plus, elle va rater le mariage de sa meilleure amie. Donc elle ne pourra pas être présente vu donc, le préjudice qu'elle a subi. Donc là, c'est une cascade
donc de préjudice pour lesquels elle peut demander une réparation. Elle a le droit à une réparation donc pour la faute dont elle a été la victime. Rapidement, la responsabilité civile, elle peut être engagée soit dans le cadre du délit ou du quasi-délit, comme elle peut être engagée dans le cadre du contrat. Donc, pour faire simple et pour aller très vite, la responsabilité civile est engagée en matière délictuelle chaque fois que le pharmacien ou ses collaborateurs vont, soit volontairement ou involontairement, ne pas respecter une disposition de la loi. Tout à l'heure, j'ai parlé du médicament impropre à la consommation, du médicament périmé. Je peux le faire moi-même, comme mon collaborateur peut le faire. On peut le faire volontairement, comme on peut se tromper. On dispense un médicament sans faire attention. Et il s'agit d'un médicament périmé. Là, nous sommes, donc quel que soit donc le mécanisme d'action, c'est-à-dire que nous sommes dans le cadre d'une faute. On a commis une faute. Et cette faute a causé un préjudice. Et donc la réparation, elle est liée à l'infraction, à la commission du délit. Et donc la réparation, elle suit donc la sanction pénale. Donc s'il y a un procès en pénal qui est engagé, et la victime va se constituer partie civile pour réclamer une réparation, c'est-à-dire la responsabilité civile. Par contre, on peut l'engager en matière contractuelle, c'est-à-dire que le patient va présenter une ordonnance, il va demander tel produit, et nous, donc, volontairement, on va changer le produit. On va substituer le produit par un autre produit qui n'a rien à voir. Il peut s'agir d'un produit de la même famille, comme il peut s'agir d'un produit qui n'a rien à voir. Et dans ce cas, nous avons manqué à une obligation contractuelle, parce que le contrat donc la relation entre le patient et le pharmacien, sur le plan du droit, elle dépasse donc la relation purement médicale et scientifique. Donc il y a derrière une relation de droit qui est régie par le droit des contrats. C'est un acte contractuel, donc c'est une convention entre les deux parties. Chacun doit respecter ses engagements. Le pharmacien doit respecter ce qui est prescrit par le médecin et doit donner le bon produit, le produit prescrit. Et le client, bien sûr, il a une autre obligation, celle donc de payer son produit. Et donc l'inexécution d'une obligation contractuelle va, bien sûr, entraîner donc l'engagement de la responsabilité de ce pharmacien ou bien de ce collaborateur. Et bien sûr, il doit réparer donc les dommages, donc le préjudice causé par ce manquement. Donc quel est l'intérêt de distinction? Rapidement, l'intérêt de distinction entre la responsabilité civile contractuelle et la responsabilité civile délictuelle, c'est en matière de preuve. Donc quand il s'agit d'une infraction à la loi, dès lors qu'on a commis l'infraction, donc la preuve y est. Donc je n'ai pas respecté le régime donc, de dispensation des substances vénéneuses, ou bien j'ai exécuté, donc j'ai dispensé un médicament impropre à la consommation, je suis dans la sphère du délit pénal, et donc on n'a pas besoin de chercher une preuve. Par contre, dans le contractuel, il faut chercher si vraiment, il faut donner la preuve comme quoi le pharmacien ou son collaborateur n'a pas respecté ses engagements en matière contractuelle. L'intérêt également en matière de prescription, quand il s'agit donc d'une responsabilité civile liée à un délit ou à un quasi-délit, elle se prescrit par 5 ans, c'est-à-dire que la personne, au-delà de 5 ans après la commission du fait fautif, n'a plus le droit de demander une réparation. Par contre, quand il s'agit d'une responsabilité civile contractuelle, le délai est allongé, il peut atteindre parfois même 15 années donc pour demander la réparation. Et bien sûr, en matière de réparation d'un préjudice imprévisible, quand la responsabilité civile est adossée et liée donc à la faute pénale, le juge pénal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est donc lié au principe de la légalité de l'infraction et de la sanction. Il ne peut pas réfléchir sur la possibilité de survenue d'un délit, parce que pour lui, il applique la loi. La loi prévoit l'infraction et la sanction. Donc le préjudice imprévisible ne peut pas être réparé sur le plan de la responsabilité civile délictuelle. Par contre, en matière contractuelle, comme c'est un contrat, on peut prévoir beaucoup de choses, même la réparation d'un préjudice imprévisible. Donc, rapidement, tout à l'heure, Sergil a parlé des obligations de moyens et des obligations de résultats. En matière de responsabilité civile, le pharmacien et ses collaborateurs sont tenus de 2 obligations. Une obligation de moyens
et une obligation de résultat. L'obligation de moyens, c'est-à-dire que le pharmacien et ses collaborateurs doivent utiliser et mettre au point donc, tous les moyens diligents et utiliser toutes les données acquises de la science pour atteindre un résultat déterminé. C'est le cas en matière de conseil. Donc quelqu'un vous demande un conseil, il n'a pas d'appétit, il a un problème de poids, etc. Vous lui conseillez un complément alimentaire ou bien vous lui conseillez un régime particulier. Est-ce que vous êtes tenu du résultat? Non. Donc vous êtes tenu d'une obligation de moyens, vous devez vous entourer de toutes les précautions. Là, je parle sous le contrôle du nutritionniste. Donc vous allez utiliser tous les moyens diligents et acquis de la science en vue d'atteindre le résultat. Mais si le résultat n'est pas atteint, vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas tenu de réparer quelque chose que ce soit. Par contre, pour certains actes pharmaceutiques, vous êtes tenu d'une obligation de sécurité, d'une obligation de résultat. Quand on vous demande de dispenser tel produit, vous êtes obligé de le faire. Quand on vous dit de ne pas dispenser, j'ai le droit peut-être à 5 minutes de plus, là 5 minutes. donc l'obligation de résultat, c'est quand la loi, ou bien l'obligation, c'est quand vous êtes obligé d'atteindre un résultat déterminé. Quand on vous demande donc de détenir les vaccins et les allergènes, les insulines, dans un réfrigérateur donc à plus 4 degrés, vous êtes tenu de le faire. Il n'y a pas d'obligation de moyens, c'est une obligation de résultat, vous devez le faire. Quand on vous demande de préparer une préparation bien déterminée, avec une composition bien déterminée, vous devez atteindre ce résultat. C'est une obligation de résultat. La préparation, on ne va pas dire j'ai utilisé tous les moyens pour le faire, malheureusement, non, c'est une obligation parce que le procédé est prescrit, donc il est au niveau de la pharmacopée, les techniques de préparation sont là, donc il suffit de respecter les recommandations et donc le processus donc décrit par la pharmacopée pour atteindre le résultat proprement dit. Donc on va dire la différence entre les deux résultats, donc les deux obligations. Donc je passe rapidement parce que mon ami Abdelrahim commence à s'impatienter et il risque de me sanctionner. Voilà. Donc voilà. Qu'en est-il donc en ce qui voilà. Donc comment est mise en œuvre cette responsabilité civile? Nous avons vu tout à l'heure que la mise en œuvre de la responsabilité pénale se fait dès lors que le pharmacien ou son collaborateur va commettre une infraction pénale, c'est-à-dire dès lors qu'il ne va pas respecter une disposition de la loi, une ou plusieurs dispositions de la loi, il engage automatiquement sa responsabilité pénale. Il va faire l'objet de poursuites, c'est-à-dire il va y avoir une plainte de la victime, ou bien le parquet va s'autosaisir donc de l'affaire, donc il va déclencher des poursuites, il y aura une enquête et les poursuites seront entamées à l'encontre du pharmacien ou de son collaborateur. Ils vont être traduits devant un juge pour être sanctionnés. Par contre, la responsabilité civile, même si elle est actionnée, même si elle est mise en œuvre, elle doit répondre à un triptyque, c'est-à-dire que tout d'abord, il faut qu'il y ait une faute. On ne peut pas demander une réparation et la responsabilité civile du praticien ne peut être engagée que suite à la commission d'une faute. On vient de voir donc la nature de la faute, et soit elle peut être une faute pénale comme elle peut être une faute contractuelle. Il faut qu'il y ait un préjudice, absolument, il faut qu'il y ait un dommage et il faut qu'il y ait un lien de causalité avéré entre le préjudice et la faute. Donc pour que la responsabilité civile soit engagée, donc 3 éléments essentiels doivent être, donc ils sont cumulatifs, ils doivent coexister en même temps, c'est-à-dire une faute commise par le praticien, un préjudice subi par la victime et un lien de causalité avéré entre la faute et le préjudice. D'ailleurs, dans le cadre de la responsabilité civile, toujours en matière de réparation, le juge, donc, pour éclairer sa religion, il demande des expertises, une ou plusieurs expertises contradictoires, qui sont à même de prouver donc, le caractère fautif et du lien de causalité entre la faute et le préjudice. Le préjudice, on l'a vu tout à l'heure, il peut être un préjudice matériel, donc des pertes subies, donc la personne qui
qui n'a pas qui a été victime d'une faute, qui a eu une ITT de 15 jours, qui n'a pas travaillé, donc elle a subi des pertes, un manque à gagner. Il peut être donc préjudice moral, donc la réparation donc de- du prix de la douleur, la perte d'un être cher ou quelque chose comme ça. Donc le préjudice, il doit être, pour qu'il soit réparé, il doit être certain, qu'il doit porter sur un intérêt juridiquement protégé et qu'il ne doit pas faire l'objet d'une indemnisation. La différence entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale, c'est que la responsabilité pénale, elle est liée à la personne, c'est-à-dire en cas où la personne engage sa responsabilité et qu'elle est sanctionnée, c'est elle qui doit payer, c'est-à-dire c'est elle qui doit subir la sanction. En cas d'emprisonnement, on ne va pas mettre une autre personne à sa place. Donc c'est elle qui doit donc, être incarcérée pour réaliser, donc, exécuter la peine ou bien la sanction. Et en cas d'amende, bien sûr, c'est la personne elle-même qui va payer. En cas d'interdiction, donc la peine accessoire dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est la personne elle-même, c'est la personne fautive, donc qui va être interdite de l'exercice. Par contre, en ce qui concerne la responsabilité civile, donc elle peut être transférée, elle peut faire l'objet d'un transfert, c'est-à-dire une autre personne va payer pour votre faute. Et c'est le cas des assurances. C'est pour ça qu'au niveau des pharmacies ou des laboratoires d'analyse, il y a toujours, plutôt ça se fait chez tous les professionnels, il y a ce qu'on appelle la responsabilité civile professionnelle. Donc les pharmaciens et ses collaborateurs, donc les pharmaciens, ils paient pour lui et pour ses collaborateurs, ils souscrivent une assurance donc qui va couvrir la réparation des risques engagés au niveau de l'officine. C'est-à-dire que même si le juge va condamner le pharmacien ou son collaborateur à payer une indemnité à la victime, ils ne sont pas tenus de payer de leur poche. Donc ils vont mettre donc, en action l'assurance qui va donc indemniser donc, la victime. Voilà, rapidement. Donc je termine donc, par la responsabilité. Voilà, je termine par la responsabilité civile. Et donc, on peut dire que nous sommes tous responsables de tout. C'est-à-dire que le pharmacien, il est responsable de ses actes et il est responsable également des actes commis par ses collaborateurs. Donc, je passe rapidement tout ça parce que le temps qui m'est imparti, donc je l'ai dépassé de loin. Pour terminer avec la responsabilité disciplinaire, tout à l'heure, donc au début, j'ai dit que le pharmacien et son collaborateur, donc, lors de leur activité, donc dans l'exercice de leurs fonctions, engagent une triple responsabilité, la pénale, la civile et la professionnelle. La professionnelle, c'est-à-dire c'est tous les manquements donc, réalisés et effectués donc, par le pharmacien ou ses collaborateurs donc, aux règles professionnelles, aux règles de moralité professionnelle, etc., pour lesquelles il doit répondre devant un juge particulier cette fois-ci. En ce qui concerne le pharmacien, il va être sanctionné par une instance qui n'est pas étatique. Donc c'est-à-dire qu'il va être sanctionné non pas par des juges de l'État qui siègent au niveau des tribunaux, mais par des professionnels, des pharmaciens qui siègent au niveau du Conseil de l'ordre et qui sont investis de ce pouvoir disciplinaire pour sanctionner les pharmaciens donc, qui vont manquer à leurs obligations déontologiques en premier lieu et bien sûr à tous les manquements aux lois et règlements qui régissent la pharmacie. Par contre, en ce qui concerne les collaborateurs, donc, en l'absence d'une instance professionnelle donc, qui va veiller sur l'exercice, sur la pratique donc, des collaborateurs en pharmacie, ils vont, sur le plan professionnel, ils vont rester soumis donc, à la discipline de l'entreprise, c'est-à-dire qu'ils vont subir donc, un pouvoir de coercition de la part du pharmacien. Et donc, c'est des choses que vous connaissez, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus et je vous remercie de votre attention.